Il y a quelques jours, depuis le fond de sa cellule, Michel Fourniret a avoué l'enlèvement, le viol et le meurtre de 2 autres jeunes filles, Johanna Parish et Marie-Angèle Domès. Mais notre équipe avait déjà révélé cette piste en enquêtant sur les aveux de sa femme, Monique Olivier. Vers 1988, mon mari m'avait dit qu'il avait remarqué dans le village une jeune fille qu'il avait qualifiée de beau petit sujet. Il m'a dit qu'elle ne vivait pas dans le village. Il avait donc pris la décision de l'enlever. Pourquoi ces aveux 20 ans après ces enlèvements? La liste des victimes risque-t-elle encore de s'allonger? Et que cherche réellement ce tueur en série, pourtant condamné à la perpétuité? Étant donné qu'on a affaire à une personnalité extrêmement perverse et extrêmement malsaine au sens de faire le mal, il joue de tous les éléments en sa possession pour semer la peine partout où il passe. Même quand il est en prison, il a encore envie de recracher son venin partout où il le peut. Il y a quelques jours, le tueur en série Michel Fourniret a donc fait de nouveaux aveux et ajouté 2 victimes, 2 jeunes filles à son macabre palmarès. Ces faits, ces crimes se sont déroulés il y a 20 ans. Alors pourquoi le tueur parle-t-il aujourd'hui ? Continue-t-il son jeu pervers? Il faut dire que Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, le manipulateur surtout, semble se réjouir de semer le mal depuis si longtemps. Juin 2004, Monique Olivier avoue. Elle accuse son mari, Michel Fourniret, d'avoir assassiné 7 jeunes filles. La Belgique est sous le choc. Elle découvre un couple hors du commun dont l'existence a été vouée au mal pendant plus de 15 ans. À 24 ans, Michel Fourniret, lui, est déjà connu de la justice. En 1966, il est condamné pour avoir enlevé et tenté de déshabiller une gamine de 10 ans. 7 ans plus tard, il est condamné à Verdun pour exhibitionnisme. En 82, il croise la route de Daïna. À l'époque, la jeune fille n'avait que 14 ans. Elle descendait du train à la gare d'Épernon. Lorsque je suis sortie de la gare, ma mère n'était pas là, donc je suis partie à sa rencontre. Et Fourniret est sorti à déboucher d'une rue sur la droite et m'a menacé avec un flacon censé contenir du vitriol, en me disant qu'il avait volé un véhicule et qu'il était poursuivi par la police et qu'il me prenait en otage jusqu'aux limites du pays. Là, il m'a attrapé le bras, il m'a fait monter dans sa voiture et il a roulé, il s'est arrêté. Il prétendait pas connaître le coin. Moi, je pense que vu l'endroit où il s'est arrêté, il connaissait très très bien le coin. Et il m'a dit, il a beaucoup parlé, il m'a raconté sa vie, il m'a raconté qu'il s'était marié vierge, qu'il avait beaucoup d'illusions et qu'il les avait toutes perdues en se rendant compte lors de la nuit de noces que sa femme n'était plus vierge. Et que du coup, il était à la recherche du mythe de la virginité. Et il s'est arrêté dans un champ et il m'a attaché, il a dit « Je vais aller chercher quelqu'un pour qu'on vienne vous secourir, vous chercher ». Et là, il s'est ravisé en disant que il allait faire un simulacre de viol, sinon on croirait que je serais sa complice. Et je lui ai dit que j'avais 14 ans, il m'a dit « Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas avoir 14 ans ». Et il a fait ce qu'il avait à faire, ce qui n'était pas du tout un simulacre. Et ensuite, il s'est rhabillé, il a pleuré, il s'est excusé.
Et puis il a aussi décidé que ce qui venait de se passer n'était pas si grave. Et puis il m'a ramené, il me disait ça en me ramenant chez moi. Et donc en me demandant de ne pas porter plainte. Deux ans après le viol de Daïna, Fourniret est arrêté. Il vient d'agresser la petite amie d'un policier. Il avoue alors spontanément 17 agressions. Il en dresse un tableau détaillé. Tout y est, les dates, les lieux, les noms des victimes, leur âge, les circonstances et même des commentaires. À la fin de sa garde à vue en 84, Fourniret fait de terribles aveux aux policiers. Pour moi, cela finissait par devenir un jeu. Je pense que si je n'avais pas été interpellé, j'aurais continué. J'ignore ce dont j'aurais pu enfin être capable. Au procès, en 87, il sort le grand jeu. Il manipule tout le monde, minimise les faits et s'adresse à Daïna. Il s'est levé en disant « Je voudrais demander pardon à Daïna ». Et donc je lui ai dit que c'était un peu tard. Et les jurés avaient un regard plein d'empathie pour lui, quoi. Enfin, moi je sentais. Alors lui, il était là dans sa chaise, le petit garçon qui a fait une bêtise et qui va pas recommencer si on le punit, effectivement. Et puis, je sais pas. Moi, je dis toujours que j'avais pas le look de la victime. Et lui, il avait pas le look du coupable. Les jurés répondront non à la question du viol. Contre Fourniret, la Cour ne retiendra qu'une série d'attentats à la pudeur. Il est condamné à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 3 ans de mise à l'épreuve. Du fond de sa cellule, Michel Fourniret écrit. Il passe une petite annonce dans le journal La Vie. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Monique Olivier répond à l'annonce et très vite, ils vont se confier l'un à l'autre. Co-auteur avec Serge Bornstein d'un livre sur le couple diabolique, Christiane Jumeaucourt décrit la rencontre des deux personnages. Petit à petit, ils vont être amenés à se voir, à se rencontrer, et lui, il va sentir qu'il peut, avec cette femme, construire quelque chose. Il la trouve paumée. Très vite, Michel parle d'amour à celle qu'il baptise Natouchka. Déjà, on voit là le manipulateur qui va se dire « Tiens, avec cette femme, je vais peut-être pouvoir avoir un avenir 1000 fois meilleur que celui que j'ai eu auparavant. De toute façon, si je sors de prison, maintenant, ils ne me prendront plus, il n'y aura plus jamais de témoins, je vais m'occuper de mes victimes, il va falloir les tuer. » Est-ce qu'il en parle avec Monique Olivier ? Il lui en parle effectivement en lui disant déjà je sais que tu n'es pas vierge mais je vais m'occuper de tes maris et il faut que tu me promettes que si tu me trouves des vierges, moi je vais m'occuper de tes 2 maris, il faut absolument les tuer. Voilà. Et elle accepte ce contrat. Au milieu de cet abondant courrier, une lettre attire l'attention. Tous les projets de Fourniret s'y trouvent. Qu'est-ce que je veux ? Avoir de l'argent, liquider 3 types, disposer d'une jeune fente, enlèvement, restaurer un domaine, vivre en sauvage. Je ne sais pas si le pervers trouve la pervertissable, mais il est évident que là s'établit un pacte, si vous voulez, diabolique, où obligatoirement, quand il va sortir de prison, eh bien, les jeux sont faits. Du fond de sa cellule, Michel Fourniret a donc avoué, oui, c'est lui qui a enlevé, violé et tué Johanna Parish, une jeune Anglaise de 20 ans, mais aussi Marie-Angèle Domès, âgée, elle, de 19 ans. Des aveux tardifs pour celui qui a été condamné à la perpétuité en 2008 pour avoir fait subir le même sort à 7 jeunes filles, dont la petite namuroise Elisabeth Brichet. Avant ces aveux, une de nos équipes avait enquêté et affirmait déjà qu'il manquait des noms sur la liste des victimes lors du procès de Michel Fourniret. Pire, qu'il en manquerait encore. Nous vous proposons donc de revoir ce devoir d'enquête prémonitoire. Il est signé Nathalie Papleux et Philippe Lorsignol.
Février 2005, jour de la Saint-Valentin. Dans les locaux de la police judiciaire de Dinan, les enquêteurs interrogent pour la énième fois Monique Olivier. L'atmosphère est électrique, le ton monte. Monique Olivier craque. Elle avoue de nouveaux crimes. Je vais vous parler d'un autre cas survenu alors que nous habitions Saint-Cyr-les-Colons. Vers 1988, mon mari m'avait dit qu'il avait remarqué dans le village une jeune fille qu'il avait qualifiée de beau petit sujet. Il me l'avait montrée alors qu'elle sortait de l'épicerie du village. Elle devait être blonde, semblait avoir 18 ou 19 ans, était mignonne et pas très grande. Il m'a dit qu'elle ne vivait pas dans le village. Il avait donc pris la décision de l'enlever. Dans sa déclaration, Monique Olivier ne cite pas de nom. Mais rapidement, les enquêteurs font un lien avec la disparition d'une certaine Marie-Angèle Domès. L'affaire remonte à près de 20 ans. À l'époque, la jeune fille se rendait parfois à Saint-Cyr-les-Colons pour rendre visite à sa famille. Elle venait souvent vous voir? Elle est venue une fois, deux fois, c'est tout. Quand elle venait vous voir, elle venait... Elle parlait avec sa grand-mère, qui habitait avec moi, puis on allait se promener. Vous alliez où? Dans les chemins, jamais dans le pays. Vous partiez à pied? À pied, ben moi, on n'avait pas de moyens de locomotion. Moi, j'ai pas de moyens de locomotion, là. Est-ce que de temps en temps, elle allait faire des courses à l'épicerie? Jamais. Elle n'a jamais été faire des courses toute seule, là. Soit avec sa grand-mère ou avec moi, mais jamais... s'est jamais promenée dans le pays toute seule, là. Légèrement handicapée mentale, Marie-Angèle vivait dans ce foyer de la DAS à Auxerre. Le 8 juillet 88, elle devait prendre le train pour passer le week-end chez sa nourrice. Qui a-t-elle rencontré ce soir-là? Nul ne le sait. Elle s'est mystérieusement volatilisée. Dans quelles circonstances a-t-elle disparu? J'aimerais bien le savoir. Apparemment, un vendredi soir, elle devait retourner chez sa nourrice. Enfin, moi, c'est l'histoire qu'on nous a dit du foyer. Elle est partie du foyer. Donc toujours pareil, on ne sait pas la route qu'elle prend pour aller au foyer, pour aller à la gare. Il y a plusieurs directions, donc Marie, est partie soi-disant à la gare. À la gare, elle n'a jamais pris son ticket, parce qu'à l'époque, ils donnaient des bons de transport. Il fallait les changer contre un ticket. Ce bon de transport n'a jamais été donné quand même au guichet de la gare. Donc Marie a disparu début juillet sur le trajet de la gare. En réalité, personne ne sait exactement où Marie-Angèle a disparu. D'après Monique Olivier, les faits se seraient déroulés sur la route d'Auxerre. Comme c'était son habitude, Michel avait très certainement fait des repérages. Nous avons vu la jeune fille seule à pied. J'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. Michel a arrêté la voiture à la hauteur de la jeune fille. Il lui a demandé une direction. Michel a proposé à la jeune fille de la conduire à sa destination. Fourniret a-t-il cherché à mettre Marie-Angèle en confiance? L'hypothèse est plausible. Peu de temps avant sa disparition, en effet, elle était curieusement arrivée en retard chez sa sœur. Il y a un jour où elle n'est pas arrivée en temps et en heure. Donc on appelle la DAS, le foyer, en disant que Marie n'est pas au train, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, c'est pas grave, elle a peut-être loupé son train, retournez-y dans 1 heure, voire 2 heures, quoi. Au bout de 2 heures, toujours pas là, la gamine, donc je retourne à la maison, et en fait, entre-temps, elle est arrivée. Et donc, Marie m'a dit qu'elle est arrivée en voiture, on n'a jamais su avec qui, et voilà, quoi. L'histoire s'est arrêtée là, et quelques temps après, Marie a disparu, quoi. Nous avons roulé un certain temps. À un moment donné, la jeune fille s'est rendue compte que nous ne prenions pas le bon chemin. Michel avait enclenché les sécurités enfants. La jeune fille s'est mise à pleurer, mais suite aux ordres de Michel, elle s'est tue. Il a engagé la voiture dans un chemin de campagne et nous avons stoppé.
Michel m'a demandé de m'éloigner de la voiture. Je me suis douté qu'il allait violer puis tuer la jeune fille. À un moment donné, il m'a rejointe. Il m'a dit qu'il l'avait tuée en l'étranglant, avant de mettre le cadavre dans le coffre de la voiture. Plus tard dans la nuit, Michel est reparti seul. Il m'a dit qu'il avait pu abandonner le cadavre en précisant qu'on ne retrouverait jamais le corps. Et de fait, le corps de Marie-Angèle n'a jamais été retrouvé. Mais les policiers d'Auxerre ont rapidement abandonné les recherches. L'affaire n'a pas été prise au sérieux. L'enquête fut un véritable fiasco. Le tribunal de grande instance d'Auxerre péchait incontestablement par une inactivité, une absence totale de réponse aux questions justement concernant ces disparitions de jeunes filles. Marie-Angèle Domès et sa famille aujourd'hui ont fait effectivement les frais de ce laxisme, c'est-à-dire qu'il y avait une justice qui devait être à leur disposition, qui a commencé de fonctionner, le juge d'instruction Bourguignon, et qui s'est arrêté au bout de quoi? De 4 ou 6 semaines, c'est-à-dire que c'est un délai absolument aberrant. Comment voulez-vous, dans une affaire criminelle, enfin on ne le savait pas à l'époque, mais qui pouvait être criminelle, qui était dénoncée comme étant criminelle, comment peut-on arriver à faire la lumière en 6 semaines? Ce n'est pas possible. Et est-ce qu'à l'époque, vous avez trouvé normal que si vite après une disparition comme celle-là, on classe le dossier À l'époque, pour moi, oui, c'était normal parce que je ne savais pas qu'on avait le droit de faire des recherches, qu'on avait le droit d'avoir un avocat pour faire avancer l'histoire. Et donc, bah voilà, sans plus, quoi. Je pense qu'on aurait été aidé dès le départ. Je pense qu'on aurait peut-être pu avancer mieux que ça, quoi. Et donc, bah voilà, qu'on a laissé, aussi bien mon père, moi, on s'est pas plus inquiété de ça que ça. Michel Fourniret a toujours nié ce crime. Par la suite, Monique Olivier s'est rétractée. Sans collaboration de leur part, le parquet de Charleville a estimé que le dossier Domès risquait de retarder le procès principal consacré au premier cercle des victimes. Fourniret n'a donc plus jamais été interrogé sur cette affaire. On aurait pu aller plus loin dans les investigations, on aurait pu le pousser dans ses retranchements. On ne l'a pas fait. Et c'est ce que je voulais faire, ce que j'ai demandé à la Chambre de l'instruction de Reims, qui était très encline à me l'accorder, mais qui finalement, parce que l'avocat général a dit « Oh, attention, attention !» vous allez repousser l'affaire principale, vous allez empêcher on va dire les victimes prioritaires d'obtenir gain de cause. Alors nous sommes passés dans ce fameux deuxième cercle. Est-ce que vous vous sentez oublié du procès qui va se dérouler en mars? Bien sûr qu'on a oublié. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas oublié, quoi. Je veux dire, mon avocat a fait assez de remous pour se dire aujourd'hui que le procès va s'ouvrir et que nous, on ne va pas y aller parce qu'on n'est pas appelé et que voilà, Marie est encore oubliée, quoi. Marie a été oubliée quand elle est née, Marie a été oubliée aujourd'hui encore, donc bah voilà, c'est une oubliée. Et je pense que ce sera toujours comme ça, quoi. À plus de 1000 km d'Auxerre, dans l'ouest de l'Angleterre, à 2 pas de la région des Cotswolds, Roger et Pauline Parish cherchent eux aussi depuis 18 ans l'assassin de leur fille, Johanna. Je viens très souvent, je viens lui parler. Quand je me sens triste parfois, quand j'ai besoin de conseils,
Je lui parle, simplement. Elle est très proche, je pense. Elle est ici. Elle occupe toujours nos pensées. Johanna était étudiante à l'université de Leeds. En 1990, elle s'est rendue quelques mois en France pour effectuer un stage d'assistante en français au lycée Jacques Amiot d'Auxerre. Le 17 mai 1990, Johanna est sauvagement assassinée. C'était presque à la fin de son séjour en France, à peine quelques jours avant son retour. Elle voulait se faire un peu d'argent de poche. Alors elle a placé une petite annonce dans un journal gratuit pour vendre 2 ou 3 bricoles et une annonce pour des leçons de cours d'anglais. Elle a reçu une réponse à cette annonce et nous le savons, elle avait convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un. Ensuite, nous ne savons pas ce qui s'est produit, jusqu'à ce que son corps soit retrouvé le jour suivant dans la rivière. L'affaire Parish a subi le même sort que l'affaire Domès. Ici aussi, les magistrats d'Auxerre ont bâclé l'enquête, au grand désespoir des parents. Je l'ai qualifié au fil du temps de farce grotesque, ce qui pourrait signifier qu'on peut en rire, mais je ne trouve pas ça drôle, c'est désespérant. Nous pensions que nous saurions assez rapidement ce qui lui était arrivé. Et en réalité, 18 ans se sont écoulés et nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. J'ai pensé à un moment donné qu'il y avait peut-être eu des protections. Je ne le pense pas. Je crois qu'ils ont tout simplement été incompétents. Auxerre, petite ville de province apparemment sans histoire, est à l'époque au cœur de dizaines de disparitions de jeunes filles. Des affaires gênantes dont personne ne se préoccupe vraiment. Les autorités judiciaires sont dépassées. Incapables d'arrêter le phénomène, elles vont laisser le champ libre à un nombre impressionnant de tueurs en série. C'est un petit peu une zone infestée de tueurs en série, effectivement. C'est vrai que Francis Saulme, que l'on surnomme le routard du crime, est passé dans cette région, dans cette zone et probablement à Auxerre. Guy Georges, qui était le tueur de l'Est parisien, se rendait régulièrement à Dijon, donc a pu passer dans cette zone. Chanal, qui était l'adjudant de Mourmelon, passait dans cette zone. Et on y retrouvera Fourniret, mais Louis, Munstermann et peut-être encore d'autres à découvrir. Comment peut-on expliquer qu'il y ait autant de tueurs en série dans cette région? Alors, on dit toujours qu'un prédateur qui n'a pas de prédateur se multiplie. En l'occurrence, à Auxerre, il n'y avait peut-être pas de prédateur pour ces prédateurs-là. Donc, ils ont commis un meurtre, puis 2 meurtres, puis 3 meurtres, puis ils ont continué leur route parce que la justice, parce que la police n'était pas capable de les intercepter, d'arrêter cette route. Difficile, dans ces conditions, d'y voir clair. Qui a tué Johanna? Plusieurs éléments chargent Fourniret. Le premier élément, ce sont les aveux de Monique Olivier à Dinan, le 14 février 2005. Elle parle d'une deuxième jeune fille dont elle ne cite pas le nom. Mais les enquêteurs font tout de suite le lien avec la jeune Anglaise. Dans le courant de l'année 1990, au cours d'un voyage entre Floins et Saint-Cyr-les-Colons pour aller y chercher du mobilier, j'ai accompagné Michel à sa demande. Le principe général était de descendre à 2 à Auxerre, d'enlever une gamine pour que Michel puisse s'amuser avec elle et puis la tuer. Nous nous sommes rendus devant la gare routière. Michel a repéré une jeune fille qui devait avoir 18 ou 19 ans, pas très grande. Il est allé lui parler tandis que j'attendais dans le C15. La jeune fille a accepté de nous accompagner. Elle est montée à l'arrière du C15, malgré la position inconfortable, étant donné l'absence de siège. Il y avait juste quelques coussins. Le journaliste britannique Graham Tears connaît bien le dossier Parish. Il relève des aberrations dans le récit de Monique Olivier. Il confirme que Johanna avait passé une annonce pour donner des cours d'anglais. Son rendez-vous était précis, même s'il a pu être changé en dernière minute. Johanna avait rendez-vous à 19h en centre-ville.
D'abord, le rendez-vous était pour la place des Cordeliers. Ça, on le sait parce qu'elle a parlé, elle a fait état à des gens proches autour d'elle. Mais après, il semble que le rendez-vous a peut-être changé, car deux témoins très crédibles l'ont vu attendre, visiblement en situation d'attente pour un rendez-vous, non loin de la place des Cordeliers. Avec qui avait-elle réellement rendez-vous? Cela reste un mystère. Une chose est sûre, elle était au centre-ville, ce qui ne colle pas avec la version de Monique Olivier. Est-ce qu'il est possible que Johanna se soit trouvée à la gare routière à ce moment-là? Alors ça, effectivement, c'est une grande contradiction entre ce qu'a dit Monique Olivier et les faits ce soir-là. Car la gare routière est dans le sens opposé par rapport avec le lycée que les deux points de rendez-vous qu'on connaît. Donc il est certain, je pense qu'il est absolument certain que Johanna n'était pas à la gare routière. En 1990, le couple Fourniret n'habite plus à Saint-Cyr-les-Colons. Pourtant, Monique Olivier justifie leur présence dans la région par les trajets dus à leur déménagement vers les Ardennes françaises. L'explication est plausible, mais personne ne semble en mesure de la confirmer. C'est tout à fait logique, croyable, qu'ils sont venus ici chercher des biens pour ramener dans les Ardennes. Mais simplement, il n'y a pas de trace du couple à cette époque. Alors que nous sommes en plein centre-village, personne ne les a vus, il n'y a pas de témoins oculaires pour dire que le couple Fourniret était venu à ce moment-là. L'intention première de Michel était d'enlever une jeune fille, de la ramener à Floing ou au Sautou pour la séquestrer plusieurs jours et abuser d'elle avant de la tuer. À peine avions-nous fait quelques kilomètres qu'il a changé d'avis et a décidé de la violer immédiatement. Il est passé à l'arrière du C15. J'ai pris le volant. Michel lui a demandé de se déshabiller, ce qu'elle a refusé de faire. J'ai entendu sans oser me retourner pour regarder. Il lui a donné des coups jusqu'à ce qu'elle ne parle plus. Puis, il l'a ligotée aux chevilles et aux poignets. Elle était inconsciente et il l'a violée. Ensuite, il l'a étranglée. Elle était nue. Il est allé la jeter dans une rivière qui se trouvait près de la voiture. Johanna a été retrouvée à 9 h du matin dans l'Yonne. Elle était nue et portait encore ses bijoux. Et cette fois, le doute ne semble plus permis. Le récit de Monique Olivier correspond parfaitement aux constatations des légistes. Son corps portait des traces. L'autopsie a établi qu'elle avait été attachée par ses chevilles et ses poignets, car ses chevilles et poignets portaient des traces de liens. Elle avait des ecchymoses très sévères autour de la tête. D'ailleurs, une personne qui était amenée à l'identifier à la morgue n'a pas pu le faire tellement ses blessures étaient graves. Il y avait aussi des traces sur son corps, des traces de charriage et aussi d'autres ecchymoses. L'avocat de la famille Parish est convaincu que ce crime porte la signature du couple Fourniret. Plusieurs indices permettent de l'affirmer. Johanna Parish a été visiblement étranglée avec du fil électrique et on retrouve à chaque fois dans la camionnette de Michel Fourniret ce fil. C'est également le fait que, évidemment, on va retrouver malheureusement une trace de piqûre sur le corps de Johanna et on sait que dans une affaire, il avait pratiqué de la même manière, c'est-à-dire qu'il avait essayé, dans des expériences terribles, terrifiantes, de tuer ses victimes en leur injectant de l'air. Donc on retrouve la même démarche en ce qui concerne Johanna Parish. Et puis, au fond, quand on écoute Michel Fourniret, son parcours criminel est tellement terrible qu'il va confondre ses victimes. Et à plusieurs reprises, en décrivant des scènes concernant d'autres victimes, pour lesquelles il reconnaît les faits, il va se tromper.
C'est ainsi qu'en décrivant le meurtre de Natacha Danet en 1990, Fourniret se trompe. Sa version des faits correspond plutôt au sort qu'il a réservé à Johanna. Tout semble donc accuser Fourniret, sauf un élément de taille. L'ADN retrouvé sur le corps de Johanna Parish ne semble pas être celui de Michel Fourniret. Sur l'ADN, on n'a pas de certitude absolue. D'une part, vous savez que ça remonte à une période où on est à la préhistoire des prélèvements ADN et de la police scientifique sur ce terrain-là. Les éléments qui ont été recueillis l'ont été recueillis sous un ancien protocole scientifique, qui ne permet pas de dire si, d'une part, ces prélèvements n'ont pas été abîmés par ou contaminés par la présence des enquêteurs, par les conditions dans lesquelles ils ont pu être faits, et qu'on ne peut pas reproduire. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'ADN qu'on a retrouvé sur le corps de Johanna n'est pas celui de Michel Fourniret? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que l'ensemble des examens a été fait. Il y a des traces d'ADN qui ne sont pas ceux de Michel Fourniret, pour partie. Il y en a d'autres qui sont en train d'être réexaminés, réétudiés au regard des techniques scientifiques d'aujourd'hui et des moyens dont peut bénéficier la police scientifique. Nous attendons cette réponse. À la pointe sur le plan scientifique, les Britanniques ont proposé leur aide aux Français. Ils estiment que si les pièces à conviction ont été correctement conservées, l'affaire peut encore être élucidée. Vraiment, je pense que ça dépend des pièces à conviction restantes. S'il reste des pièces à conviction qui peuvent être analysées pour obtenir un profil ADN, alors il y a toujours un espoir. Si Michel Fourniret est interrogé, qui sait ce qu'il pourrait nous dire ? Ou bien ce que son épouse pourrait nous dire. Donc je pense qu'il y a toujours un espoir, et c'est indispensable de garder cet espoir, de ne jamais abandonner dans une affaire comme celle-là, parce que la chose la plus importante, c'est de rendre justice à la famille. Quoi qu'il en soit, comme pour Marie-Angèle Domès, le parquet de Charleville a décidé de ne pas joindre ce dossier aux autres cas examinés par la cour d'assises. Il n'y avait qu'une idée en tête, c'était juger vite, en essayant d'opposer presque les victimes, celles pour lesquelles on pouvait juger vite, puisqu'il y avait des aveux, un corps, que l'affaire était, si j'ose dire, cadrée, et puis celles où on avait encore des éléments d'enquête à faire. Et au nom de cela, on a laissé de côté un certain nombre de cas, ce qui ne nous semble pas admissible. Pour les parents, l'attitude des autorités judiciaires françaises constitue une profonde injustice. Ils ont peur d'être oubliés. Je pense qu'ils auront leur procès et j'ai très peur qu'à la fin quelqu'un dise « Nous n'examinerons plus aucun meurtre que vous pourriez avoir commis ». Et nous ne saurons jamais. Et ce serait absolument terrible. Curieusement, à quelques jours du très médiatique procès de Charleville, les juges d'instruction ont subitement décidé d'entendre Michel Fourniret et Monique Olivier sur les dossiers Domès et Parish. Pour le procureur, c'est le signe que la justice ira jusqu'au bout. Si les éléments sont suffisants pour justifier le renvoi de Fourniret et de Monique Olivier devant la cour d'assises des Ardennes, évidemment, ce procès aura lieu et les victimes pourront effectivement y assister comme elles le souhaitent depuis le début. Et je comprends bien leur impatience. Je comprends bien qu'elles ne soient pas totalement satisfaites de la méthode utilisée. Ça, je le comprends parfaitement. Je voudrais les persuader que malheureusement, c'était la seule méthode véritablement possible. D'autres victimes pourraient encore s'ajouter à la liste. En Belgique, le mystère reste entier à propos d'une jeune fille au père que Michel Fourniret aurait tuée, puis enterrée dans le jardin de Sarcustine. Une fois de plus, c'est Monique Olivier qui accuse. Elle reste très vague. Elle dit simplement qu'elle a assisté au fait que Michel Fourniret est entré dans la chambre de cette jeune fille la nuit avec une échelle. La jeune fille est descendue et Michel Fourniret l'aurait étranglée. Par la suite, avec le corps, elle dit que Michel Fourniret aurait mis le corps à l'extérieur de l'habitation, dans le jardin. Un trou aurait été prêt.
Puis après, elle reviendra sur cette dire, elle dira oui, mais enfin, il est sorti par une camionnette. Puis elle est revenue pour dire non, il y a bel et bien un corps dans le jardin. Malgré d'importantes fouilles, le corps de cette jeune fille n'a jamais été retrouvé. Elle a pourtant bel et bien existé. Des voisins l'ont vue. Un portrait robot a été diffusé. Mais personne, jusqu'à présent, n'a pu l'identifier. Personne ne l'a jamais réclamé. Qu'est-ce que réclamer quelqu'un? Votre question est très bonne, mais un parent qui va déposer plainte, il réclame la perte de son enfant. Mais si la plainte est déposée à Dendermonde, il faut prendre le temps de pouvoir aller analyser partout, si cet enfant est belge, si cet enfant est français, allemand, luxembourgeois, je n'en sais rien. Monique Olivier changera plusieurs fois de version. Elle parle d'abord d'une jeune fille au père, puis elle en ajoute 3, et puis encore 7. Une dizaine de jeunes filles en tout qui seraient passées par la maison de Sarre-Custine. Fiction ou réalité? Crédible en tout cas, pour le parquet. Je crois que Madame ne fabule pas lorsqu'elle dit ça, parce que différents éléments, différents témoignages accréditent la thèse que des jeunes filles sont bel et bien passées chez Monsieur et Madame Fourniret. Vous dire maintenant qu'il les a tuées ou qu'ils les ont tuées, c'est le dossier. C'est Monique Olivier qui les recrutait. Alors c'est un peu plus subtil que ça. Elle dit au début que c'était M. Fourniret qui partait en chasse et qui les ramenait. Et puis par la suite, elle va reconnaître que de fait, elle a joué un certain rôle pour, disons, les appâter sur ordre de Michel Fourniret, et qu'elle devait de préférence choisir des blondes et des jeunes filles qui n'avaient pas de famille, qui étaient plus ou moins isolées, qui étaient disponibles pour venir rendre service comme jeunes filles au père dans la famille. Donc elle a joué un certain rôle, oui, elle le reconnaît. Monique Olivier nous donne un certain nombre de détails en disant nous les avons recrutés par petite annonce, on était les chercher à Charleroi. Donc on peut croire à tout le moins qu'ils se sont présentés à la famille. Voilà des familles qui verraient une de leurs enfants disparaître comme ça, sans jamais autrement s'en inquiéter, sans jamais prendre contact avec la famille où elle est censée travailler. Depuis le départ, je n'y crois pas. Les soupçons sur Fourniret ne s'arrêtent pas là. En France, la justice s'interroge sur son éventuelle implication dans la disparition d'Estelle Mouzin. Cette petite fille de 9 ans a disparu le 9 janvier 2003 sur le chemin de l'école. Malgré l'énorme mobilisation, son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis 2003, Fourniret fait figure de suspect. En ce qui concerne Michel Fourniret, on n'a pas non plus d'éléments qui permettent de l'accuser, de dire c'est lui l'auteur et on en est certain. On n'a pas d'éléments matériels de présence, on n'a pas d'éléments techniques qui permettent de dire qu'il était sur place, mais on n'a rien qui permette de l'écarter. Ça peut paraître bizarre au bout de 5 ans d'enquête, alors que les policiers belges, dès le départ, s'étaient intéressés au parcours de Michel Fourniret dans le dossier Estelle Mouzin, qu'on ne puisse pas dire « eh bien c'est certain, il n'était pas là ». Étant donné qu'on a affaire à une personnalité extrêmement perverse et extrêmement malsaine au sens de faire le mal, il joue de tous les éléments en sa possession pour semer la peine partout où il passe. Même quand il est en prison, il a encore envie de recracher son venin partout où il le peut. Et Michel Fourniret n'a pas manqué de semer le trouble. Du fond de sa cellule, il écrit une lettre surréaliste pour formuler une demande pour le moins étonnante. Je demande la jonction non seulement de l'affaire Marie-Angèle Domès, mais aussi des affaires Parish et Mouzin. Je souhaite très vivement rencontrer les familles en tête-à-tête direct, frontal. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Michel Fourniret voulait que ses parents puissent avoir tous leurs apaisements par rapport aux accusations qui étaient formulées à son encontre. Il a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés après les accusations de Monique Olivier au mois de juin 2004. Il a toujours nié l'ensemble de ces 3 faits complémentaires, si je puis dire,
qui lui était également reproché par Monique Olivier. Le risque de ma fin prématurée n'autorise pas de laisser au bord de la route les 3 affaires dont je sollicite la jonction. Le père que je suis entend bien épargner à sa descendance cette nouvelle blessure. J'ai essayé de décrypter cette lettre qui est quand même un tissu de conneries et qui est incompréhensible pour quelqu'un qui ne pratique pas le pervers au quotidien. Donc je trouve inadmissible que cette lettre ne soit pas décryptée, analysée par des professionnels. Comment se fait-il que les écrits d'un assassin de ce type ne fassent pas l'objet d'un traitement adapté? Ou alors c'est qu'on pense que les psychiatres n'apporteront rien à l'enquête. Auquel cas, il faut le dire. Quoi qu'il en soit, le père d'Estelle refuse de privilégier l'hypothèse Fourniret. Depuis 5 ans, il demande que la lumière soit faite sur ce dossier. Il reste en Belgique, comme en France, des dizaines de disparitions non élucidées. On soupçonne Fourniret d'avoir commis d'autres crimes. S'il dit vrai, il faut s'attendre à retrouver encore une dizaine de victimes. On a cette déclaration de Michel Fourniret qui parle de 2 victimes par an, donc on pense à 20 victimes. On a 10 cas qui vont être étudiés par la cour d'assises de Charleville-Mézières. Il y a sûrement des victimes de Michel Fourniret qui manquent et pour lesquelles les familles, les parents sont dans l'attente de savoir ce qui a pu se passer, de connaître l'auteur et d'espérer qu'il soit jugé pour cela. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail pour savoir quelle a été véritablement l'intégralité du parcours criminel de ce couple terrible. Estelle a disparu, on a tous vu cette affichette avec le sourire figé d'une fillette. Jamais rien apparu, Estelle a disparu. L'alerte lancée tout de suite, les gens distribuaient des tracts, envoyaient des emails, milliers d'appels pour Estelle. Mais ça n'a rien changé, Estelle a disparu. Disparu.